La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le cannelier. Rissi, le buteur. On va rentrer dans le vif du sujet avec quelques news. On va commencer avec la réunion qui a été organisée au Stadium mercredi dernier entre les différents groupes de supporters et la direction pour préparer le déplacement à Annecy. On avait Yves qui était d'ailleurs pour la liste. En préambule, il y a eu un entretien entre les Indians et la direction au sujet des incidents qui ont émaillé l'accès au stadium et surtout au virage Brice pendant le TFC Rodez. On en avait parlé la dernière émission, il y avait même une grosse demi-heure qui a été consacrée à cela. Et on s'excuse donc auprès du TFC d'avoir dit dans l'émission la semaine dernière que le TFC n'avait pas souhaité réagir. Nous n'avons pas connaissance de cet élément. Effectivement, il y a eu une réunion, donc il y a du travail qui est fait entre les différents groupes de supporters et le club à ce sujet. Au sujet d'Annecy, donc le club du FC Annecy a ouvert sa billetterie pour la demi-finale. Aucune vente en parkage pour les supporters toulousains. Le FC Annecy ouvre la vente de places catégorie par catégorie pour privilégier au maximum les supporters avant une éventuelle ouverture au grand public. Pour le parkage, les groupes de supporters du TFC communiqueront sur les places qu'ils peuvent distribuer. Et il y a 75 places que le club mettra en vente pour les abonnés qui étaient déjà abonnés la saison dernière. Fred, Nathan, déjà, Annecy, déplacement, vous me voyez venir ? Ouais. Ça vous tente ? Bon, non, je ne demande pas si ça vous tente, c'est évident. Mais est-ce que vous allez le faire ? Sous condition d'avoir des places, quoi. C'est ça. Ça reste, voilà. Moi, dans ma situation, j'attends toujours désespérément une réponse par mail du club d'Annecy pour les supporters en situation de handicap qui veulent se déplacer aussi pour avoir des infos supplémentaires. Je ne sais pas s'ils écoutent Radio Occitanie, je lance un appel. On les embrasse. Je lance un appel s'ils veulent me répondre, mais non, voilà, on y verra plus clair au fur et à mesure, mais bon, c'est vrai que c'est historique, on aimerait bien voir ça quand même de plus près, donc au stade, et voilà. Donc on en saura plus dans les semaines à venir. Fred, de ton côté ? Oui, bien sûr, j'attends ça avec impatience, quoi. J'espère y aller, ouais. Bus 1 Indians ? Ouais, bus Indians tout court. Là où il y a de place. Dans la soute. Non, oui, si, on attend ça tous avec grande impatience, ouais. Parce que c'est un événement qui est pas commun pour le club quand même, quoi. Ouais, je pense que des demi, la dernière elle remonte à 14 ans. On n'en revivra pas d'aussitôt, donc c'est pour ça qu'on se dit que c'est quand même c'est excitant d'y aller, quoi, parce que ça reste une demi de coupe qui peut t'amener au Stade de France. Bon, on espère qu'on se posera la question dans un mois pour savoir si on fait le déplacement au Stade de France, ce sera bon signe. C'est ça. Mais au moins, voilà, voir la demi, ça pourrait être quelque chose d'historique quand même, quoi. Toi, Simon, ton regard sur le parcours du TFC, une demi-finale de Coupe de France ? Déjà pour le TFC c'est beau parce que quand on regarde l'histoire du club, c'est pas manquer de respect à dire ça, mais c'est très maigre quand même pour un club qui est la 4e ville de France. Donc si aujourd'hui avec l'impulsion de la nouvelle direction de Benjamin Comolli, c'est Benjamin Comolli le président. Damien Comolli plutôt. Il va bien Benjamin aussi. Qui met une nouvelle phase au niveau du TFC, je trouve que c'est beau. Ce qu'il faut actuellement, par rapport le style de jeu qu'il pratique, je trouve que ça change un peu de toutes les purges que le TFC se tapait. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, non, mais... Duprat, les moins bonnes années Camboré, le pauvre, comme par hasard au TFC, tout ça. Aujourd'hui, on voit un nouveau style qui est insufflé par ce qu'a dit le président. Et c'est récompensé par cette demi. Je pense qu'il faut qu'ils en profitent. Ils ont une Ligue 2 en demi-finale de Coupe de France. C'est pas tous les clubs comme eux qui n'ont pas beaucoup de CV, qui peuvent avoir un tirage, on va dire, plus abordable qu'un gros, sachant que le PSG n'est plus là, Marseille n'est plus là, les gros clubs de Ligue 1 ne sont plus là, mis à part Lyon, mais encore Lyon, est-ce qu'ils sont gros cette année ? Non. Donc c'est une chance. Et est-ce que il ne faut pas la saisir maintenant ? Je pense qu'ils sont tous conscients et que, comme tu l'as dit, c'est vrai que si les supporters pouvaient en massif se déplacer là-bas pour cet événement, on sait très bien que ça joue toujours d'avoir un engouement derrière pour une équipe, pour des joueurs, qui fait que j'espère qu'Annecy va laisser un peu plus de place pour ce sport-là, pour que ce soit équilibré. Après, si je me mets à la place d'Annecy, je ferai comme eux, je limiterai le nombre de places. Annecy, c'est clairement ce qu'ils ont cherché à faire, un petit peu comme on a fait nous à Toulouse, pour que ce soit Marseille, que ce soit le Paris, essayer de privilégier les supporters locaux plutôt que les adversaires. On va passer aux internationaux. Il y a eu quelques annonces aujourd'hui. On a Zachary Bouklal qui est sélectionné avec le Maroc pour un match contre le Brésil le 25 et face au Pérou le 28. Donc ça s'ajoute aussi à Mathis Niflor et Jedi Kanvo qui sont en équipe de France U17 et Nathan Skita en U21 finlandais. On parle de Manu Koné, peut-être un sélectionné avec l'équipe de France, donc un ancien joueur, ça serait cool pour lui quand même. Mérité par rapport à ce qu'il fait depuis qu'il est en Allemagne. Ouais.
Puis surtout, la grosse annonce qui a bien secoué la fin de journée sur les réseaux sociaux, c'est Fares Chaibi qui a annoncé sur son compte Instagram qu'il décline la sélection en équipe de France Espoir pour se mettre à disposition de l'Algérie et porter donc les couleurs de l'équipe de Djamel Belmadi. La liste de l'Algérie sera dévoilée ce vendredi pour la double confrontation face au Niger pour les éliminatoires de la CAN. Il a quand même de fortes chances d'y être, vu le timing aussi de l'annonce. Vous en pensez quoi de son choix ? Quand tu es supporter de l'équipe de France, tu dis c'est dommage, ça peut être un futur crack. On ne sait jamais. Bon, peut-être pas une équipe, d'être un titulaire indiscutable en équipe de France A, mais voilà, tu te dis que si c'est le choix du cœur aussi, il faut qu'il écoute aussi. Qu'il écoute ce qu'il a envie de faire, et puis voilà. Tant pis pour nous, tant pis pour nous. C'est dommage parce que il reste hyper jeune. Je pense qu'il a une marge de progression qui est énorme. Mais voilà, c'est son choix et il faut le respecter. Fred, tu voulais réagir ? Non, fait bon comme Nathan, quoi. Il n'y a pas de jugement à voir, quoi. Donc il a choisi la sélection algérienne, il a le droit. Donc s'il se sent mieux en sélection algérienne qu'en sélection française, il n'y a pas de souci. Écoute, on aura plaisir à le croiser sur un France-Algérie. Ouais. Après, vas-y. Parce que par rapport à ça, je travaille avec beaucoup de jeunes, notamment qui sont en sélection, qui sont jeunes, et le cursus est un peu de la sélection. Et par rapport à ce que tu disais, le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'ai envie d'un peu plus défendre les jeunes dans ces choix qu'ils peuvent faire actuellement, c'est que moi qui suis dans ce milieu-là au quotidien, c'est que souvent les jeunes sont bloqués par des pressions de l'entourage, et je l'ai vu par rapport à même des pros aujourd'hui qui sont internationales dans d'autres sélections que l'équipe de France, où on sait très bien qu'il y a une influence aujourd'hui sur les jeunes sélectionnés, sur les agents, sur tel agent tu vas avec telle sélection, tel agent tu vas pas, qu'aujourd'hui les jeunes sont bloqués aussi par rapport à ça, et que moi-même je l'ai vu par rapport à un joueur de l'équipe de France qui est plus en équipe de France maintenant, mais je dirais pas on lui a dit clairement, si tu signes pas avec cet agent-là, tu ne vas pas en équipe de France. Voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui est international, mais qui joue dans un gros club à l'étranger. Et donc j'ai compris que la mécanique est très compliquée, et que si ce jeune-là, je pense qu'il a fait ce choix à ce moment-là, c'est que on ne sait pas tout, parce que c'est pas qu'un choix sportif. J'ai envie de dire, à cet âge-là, tu ne peux pas décider comme ça que c'est acté à cet âge-là, parce que tu as toujours envie de rêver un peu de plus haut, et que s'il y a eu ça, c'est qu'on peut savoir que derrière il y a eu un peu de pression de la part de l'entourage, et que moi je trouve que c'est souvent dommage parce que le joueur se retrouve des fois un peu pris au piège de ça. Non, mais c'est clair qu'il y a des approches même. Je pense que l'Algérie l'approche depuis quelque temps. Donc ça doit discuter. Belmadi, le président de la Fédération algérienne, doit discuter, tout ça. Donc. Puis c'est du concret. Il sait qu'il pourra être aussi titulaire peut-être plus rapidement en équipe A algérienne. Oui, c'est qu'il a eu des garanties, quoi. Voilà, c'est que derrière le choix est mûrement réfléchi, et puis ça se comprend aussi. S'il peut disputer des compétitions internationales avec l'Algérie, il ne va pas s'en priver. Et puis tout basiquement, s'il est attaché à l'origine de pays de ses parents, il n'y a pas de souci. Oui, mais enfin, il a la possibilité, donc il la prend. Voilà, quoi. Après, si on va être un tout petit peu honnête sur ce sujet-là, on va pas se mentir, un jeune joueur, s'il a l'occasion d'avoir une quasi-garantie de jouer en équipe de France A plus tard, il ne choisit pas les sélections de son pays natal, parce qu'on sait très bien le business qui est autour. C'est-à-dire qu'un joueur international français voit toujours plus sur le marché des transferts, sur le pouvoir d'attractivité du joueur, qu'un joueur africain international. Donc, c'est que aussi, je vous dis, il n'y a pas que le fait du choix du cœur forcément, c'est que on sait que... qui rentrent en jeu. Voilà, c'est pour ça que je dis ça en fait. Voilà. Vaste débat. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un vaste débat, ouais. Et après, ce qui, c'est que son éclosion, en fait, elle est surprise. Elle est toute récente, quoi. Donc, oui, parce qu'on a l'impression que ça fait 3 saisons qu'il est là, mais ça fait que un an, c'est ça, même pas un an. Il arrive à nous dans l'équipe. C'est la surprise de la saison, donc que ça dure. Allez, dernière petite actu qui est sortie cette semaine, qui était relayée sur les réseaux sociaux par le TFC. Le tournoi des soignants organisé par la LFP et la Fédération hospitalière de France aura lieu le 12 juin et sera organisé par le TFC sur les terrains annexes du stadium. Il y aura 16 équipes représentant les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette opération a pour but, comme la saison passée, de rendre hommage à tout le personnel soignant et à sa mobilisation au quotidien, et à faire écho à la journée d'hommage aux soignants qui s'appelait Supporters de soignants, qui avait eu lieu en septembre lors des 8e journées de Ligue 1 et 9e journée de Ligue 2. Pour le TFC, ce sera le groupement hospitalier de la Haute-Garonne et du Tarn-Ouest. Donc concrètement, c'est les hôpitaux de la Haute-Garonne plus l'hôpital de Lavaur qui représenteront le TFC. Donc ça fera une compétition de plus.
peut-être qu'on y croisera Ilya Sanogo qui viendra remercier les différents soignants qu'il aura pu croiser à Toulouse à cette occasion-là. Puis Nathan, tu vas faire un saut? Bah oui, sans transition. Si je suis invité. Si je suis invité. Allez, on va passer au point sur les prêtés avec toi. Avec la toi, mascotte. Fred. Avec la mascotte. Les joueurs du TFC qui sont prêtés actuellement, qui ont joué, il y en a eu pas mal ce week-end. Ouais, il y en a eu pas mal, ouais. On va commencer par le choc, on va dire, le choc des prêtés, puisqu'il y avait Pau contre Niort, donc à Pau, Yanis Begraoui contre Junior Flemings, dit la flemme. Victoire des Palos 1-0 sur un but de Boigard, un ancien du TEF aussi. Begraoui a joué l'intégralité de la rencontre, Flemings a joué 82 minutes, donc quasiment l'intégralité. Pau est 16e et donc prominent relégable. Niort est toujours lanterne rouge avec 7 points de retard sur Pau. Donc maintien très très serré en Ligue 2. Quoi. Ça va être compliqué quand même pour Niort. Ouais. Ensuite, donc notre prêté, donc Mamadi Bangré, qui joue donc à QRM. Donc lui par contre titulaire lors du déplacement à Nîmes, malgré la défaite 2-0, donc il a joué 75 minutes. Aux côtés d'autres anciens Toulousains, donc Khalidou Sidibé et Alexandre Bonnet. Bon, Alexandre Bonnet, ça commence à dater. Bah, écoute, mais bon, il joue toujours, quoi. Il joue toujours, hein. Ouais, il joue toujours. Ouais. Donc saison plus tranquille pour QRM, qui est actuel 8e, donc qui se situe dans, on va dire, le ventre mou du haut de tableau. C'est ça. Puisqu'il est plus proche du duo de tête que de la zone rouge. Voilà. Donc Mamadi Bangré aussi, on peut signaler le match précédent, il avait mis un très très joli but. Ouais. Et il fait une saison plutôt sympa du côté de QRM. Ouais, puis petit à petit il a gagné sa place titulaire surtout. Ouais. Donc c'est quand même pré-gagnant. Hein. Ouais, c'est bien parce que bon, ça reste quand même un joueur très très jeune encore. Hein. Donc, c'est très intéressant quand il avait été au TF aussi. Je me souviens début de saison dernière. On sentait sur ses entrées en jeu qui était. Non, mais là c'est vraiment le pré-gagnant puisqu'il a du temps de jeu. Il faut qu'il s'aguerrisse un peu, quoi. Voilà, il fait des bonnes perfs, il a du temps de jeu, donc c'est très très bien. Ensuite, donc, on va parler, comme dit Camille, de la pépite. La pépite. Nathan Skita. La pépite. Donc à Odense, donc il a participé à la victoire 2-1 de son équipe contre le AAB. Donc il a joué les 20 dernières minutes. Son club est actuellement 8e avant la dernière journée de la phase régulière du championnat, sachant que les 6 premiers joueront en play-off pour le titre et les 6 derniers donc en play-down pour se maintenir. Donc Skita, toujours pareil, c'est un peu un dent de scie, quoi. Partout où il passe, c'est encore un devenir, encore. C'est pas... Ouais. Il faut le déclic, en espérant qu'il arrive. Mais après, il a même plus de temps de jeu sur son dernier prêt, mais là au final, c'est que le 3e ou 4e match qu'il fait. Ouais. Il est toujours sur la vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Bon. À suivre. Hein. À suivre. Et enfin, pour finir. L'exotisme. Ouais, l'exotisme, quoi. Donc Cléry Herbert et Tom Rapnouille, qui jouent donc au Botef Vradza, donc en Bulgarie. Défaite 2-0 donc au Levski Sofia. L'actuel 6e. Donc Tom Rapnouille n'était pas dans le groupe et Cléry Herbert est rentré à l'heure de jeu. Donc le Botef est 11e sur 16. Donc c'est compliqué pour eux, quoi. Ouais, c'est pas trop mou aussi. Ouais, puis pareil, il y a un système de play-off, play-down aussi. Donc là, c'est pas fini. Donc c'est assez compliqué pour ces deux joueurs, quoi. Merci Fred. Nathan, avant de passer aux résultats de l'Académie des féminines, est-ce qu'il y a des réactions sur Facebook Live, sur Twitch? On avait des réactions sur Twitch tout à l'heure, mais par rapport aux internationaux. Tu peux. Hein. Ouais. On a Freefly Bretz qui était déçu de savoir que nos Néerlandais ne sont pas un bon ballottage pour jouer avec la sélection néerlandaise. Ouais, un peu plus d'embouteillage peut-être. Ouais, mais c'est compliqué quand même. Les jeunes s'emballent là sur Dalingra, sur Van Den Boomen. Voilà, quoi. Les mecs, ils sont quand même quasi du championnat, quand même. On va se calmer quand même. Ça, bien sûr. Mais après. Ils sont irlandaises, mais quand même. Ça reste pour avoir une place dans le groupe, pour rentrer dans la rotation. Je te parle pas en tant que titulaire indiscutable, mais. Non, mais la Hollande, il y a un tel foyer de bons joueurs. C'est ça. Tu regardes les mecs où ils jouent, même les remplaçants. Tu te dis, voilà, Van Den Boomen, 27 ans. Ouais, ça peut rentrer sur un concours de. Dans une rotation, voilà, mais. Pas forcément dans une. Peut-être Dalinga dans quelques années, peut-être. Dalinga, à la limite, mais pas. Dalinga, je pense que lui à la limite, Et d'ailleurs, il est en espoir, donc. Oui. Donc, il suit le parcours normal d'un jeune de son âge, quoi. Ouais. On va pas se bousculer. Ouais. Attends. Quelques grosses perfs cette semaine pour les équipes du TFC. On va commencer par la grosse perf du week-end. Donc, c'est la victoire de la D2 féminine, donc qui s'est imposée à Nice, qui était 3e du classement.
Donc les Niçoises, elles ouvrent le score à la 16e minute par Baldé, avant que l'inévitable Célène Altungoulak égalise à la 29e, puis donne l'avantage à la 37e. Donc recrue qui est arrivée cet hiver, si je ne dis pas de bêtises. Fin de mercato. Donc elle en est à 7 buts en 4 matchs de D2, au meilleur des moments, puisque ça permet au TF de souffler un petit peu. Donc elles sont désormais 9e, à désormais 3 petits points d'Albi, Marsac 6e et premier non relégable. Donc plus que jamais, elles peuvent espérer, en faisant, qui pour moi est un match déclic, d'aller gagner à l'extérieur à Nice, qui est solide 3e. C'est quand même, on peut envisager une fin de saison un peu plus heureuse pour elles. Prochain match donc pour elles, c'est le dimanche 26 mars à 15h sur l'annexe Brice contre Grenoble, qui sort un petit point du TFC, qui reste sur 4 défaites de rang. Et du coup, on va enchaîner avec les féminines. Donc elles jouent la R1, elles jouent ce mercredi 15 mars. Le match a rejoué contre Toulouse Métropole, qu'elles avaient initialement gagné 3-0, et qui avait été interrompu à combien 10 minutes de la fin? Non, une minute de la fin. Une minute de la fin. D'accord. Non, problème d'éclairage. Ouais. L'éclairage s'est arrêté, et la Ligue, ils ont voulu savoir. Et je crois que le match avait été retardé, non? C'était pas ça? Le match a été retardé sur un problème d'éclairage. Il restait une minute. Et le match, il le faut rejouer. C'est parce que le règlement dit que si on peut pas rallumer l'éclairage en moins de 45 minutes, il faut rejouer le match parce que l'interruption est trop longue. Et pour le coup, l'agent de Toulouse Métropole sur place a dit que ça prendrait plus de temps que ça. J'aurais aimé cette année avoir le même règlement, mais commission, ça dépend des équipes. Plus de chance que nous, les féminines là-dessus. Pas les bons avocats. Nous, l'arbitre a arrêté le match à 5 minutes de la fin, mais c'est pas rejoué. Les joueurs du district. Non, c'est en Ligue. Je suis en plus. Non, je suis pas en district. Pardon. Je suis pas en district. Mais c'était en Ligue, mais c'était à Montauban en plus, mais bon. Du coup, elles auront 2 matchs la semaine en plus. C'est ça. Donc là, elles sont 2e à 4 points de latte. Donc Et par rapport au prochain match, elles enchaînent en Coupe d'Occitanie contre Blagnac, une équipe de R2 au complexe sportif d'Andromède. Donc il y a 2 autres équipes de R1 et des équipes de division inférieure. Donc c'est une coupe assez ouverte pour nos Toulousaines. On termine avec les 19. Donc match nul, 1 partout contre l'OM, qui était leader avec 4 victoires en 4 matchs. Donc les Toulousaines, elles ouvrent le score par le biais de Laura Mérise à la 49e, avant une égalisation marseillaise dans la foulée. Au classement, ça nous donne des Toulousaines qui restent 4e avec 7 points, et Marseille toujours en tête avec 13 points. Le prochain match, c'est un déplacement à Grenoble, ce dimanche à 11h au stade du Vercors. Les Grenobloises, elles sont actuellement 5e avec 6 points. Belle perf des Toulousaines, parce que les Marseillaises, c'était quand même 4 victoires en 4 matchs, donc c'est la première équipe qui ne... C'était l'équipe à battre. Bon, on a fait nul, mais c'était l'équipe... qui est quand même favorite de la poule. Quelques matchs aussi du côté de l'académie? Exactement. Donc on va débuter avec la N3. Donc il y avait un amical contre la N3 de Pau, qui joue le haut du tableau en Nouvelle-Aquitaine. Et les Toulousains, ils ont gagné 6-3. Prochain match, c'est le dimanche 19 mars pour la réception de la Lanterne Rouge Bagnols-Pont à 15h30 sur l'annexe 1 du stadium. Les 19, ils n'ont pas joué. Donc ils sont toujours actuellement 2e à 2 points du leader Montpellier. C'est la trêve pendant 2 semaines. Et le prochain match, c'est la réception de l'AS Cannes le dimanche 26 mars à midi sur l'annexe 4 du stadium face Cannes qui est 12e sur 14 équipes. Et les 17, ils ont gagné 3-1 à Nîmes. Et donc, ils concèdent l'ouverture du score dès la 22e minute. Ilyes Azidi égalise à la 50e. Puis Ismaël Silla donne l'avantage aux Toulousains après l'heure de jeu. Donc, les Nîmois prennent un rouge quelques minutes plus tard avant que Silla marque un doublé à la 71e minute. Belle perf, belle perf aussi. Et Toulouse, donc 2e avec Zéco et Bordeaux à 9 points de l'OM. Et prochain match, samedi 25 mars à 15h sur l'annexe Brice contre Mérignac, qui est 10e et à 11 points de Toulouse. Donc un match plutôt abordable. Ouais. Merci Nathan. Voilà, vous pouvez retrouver chaque semaine le calendrier de nos jeunes et des féminines diffusé tous les vendredis sur nos réseaux sociaux et tous les lundis les résultats. Simon. Ouais, parce que moi je voulais tirer un coup de chapeau par rapport à la formation des jeunes à Toulouse, alors que je connais beaucoup parce que j'ai beaucoup de jeunes en séance avec moi du TFC. J'en ai eu notamment aussi qui ont signé il n'y a pas longtemps. Moi je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a depuis 2-3 ans, et je pense aussi par l'insufflation du nouveau président qui, je pense, il faut que le TFC en profite. Pour moi, c'est une chance d'avoir pour une des rares fois, je pense, en championnat qu'on a un président qui connaît le football. À ce stade-là, c'est très rare. Il a insufflé une vraie politique au niveau de la formation, dans un style de jeu.
Vraiment, on recommence un peu à connaître ce qu'on avait un peu connu de l'époque un peu d'Arsenal au niveau de la formation du joueur en appui-soutien, des relations techniques entre joueurs. Et je trouve qu'on le voit beaucoup en formation de TFC parce que les gens vont dire ouais, les 17, ils pourraient être plus hauts, tout ça. Mais si vous regardez dans le cursus formation comment jouent les 17, vous verrez que le football qu'ils pratiquent, dans les combinaisons qu'ils font entre les joueurs et comment ils amènent le ballon d'un point A à un point B, c'est d'une formation vraiment d'excellence. Et c'est pour ça que ça ressort un peu depuis 2-3 ans que le TFC commence à devenir un centre de formation important en France. Et il y a une cohérence. Voilà. Il y a une cohérence des 17 jusqu'à la N3 aussi, dans le même schéma. Je pense qu'ils doivent beaucoup à leur président, qui a un peu enlevé certaines personnes qui étaient là un peu avant, qui étaient plus dans le résultat brut, moins dans la formation et dans un peu dans le football ancien. Il a mis des personnes avec une idée de jeu commune qui veulent pratiquer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit, que ce soit enseigneur, et les mots du président qu'il a dit au président, à l'entraîneur Montagnier, il lui a dit, tant que tu fais du spectacle, nous on sera toujours derrière toi, malgré peut-être des résultats qui peuvent être un peu défaillants. Et chez les jeunes, on voit que c'est la même chose en fait. Ils ne cherchent pas forcément la compétition, de finir premier. Chez les jeunes, ils cherchent la recherche de jeu, la recherche de notion de plaisir, la recherche du travail technique entre les joueurs. Et ça, pardon de noter que c'est un peu c'est rare au niveau des clubs comme le TFC de voir ça. C'est pour ça que je m'interroge là-dessus. T'as bien fait. Puis la cohérence aussi, elle se revoit aussi dans les classements, tout simplement. Ça fait quand même quelques années qu'on est forcément top 3, 17 ou 19. Et puis là, si on a la chance cette année de pouvoir faire monter la N3 à N2, ça sera aussi un... Parce qu'elle tourne autour depuis 4-5 saisons. Ouais, mais là, ça se rapproche vraiment. Ouais. Là. Donc ouais, c'est l'année où jamais, même si Béziers était quand même devant, c'est l'occasion d'espérer monter cette année. Alors, c'est ce qu'avait dit le président Comolli sur les jeunes. Ils avaient demandé à ce que pas mal de jeunes soient entre guillemets surclassés pour les aguerrir, pour bien les former. Après, sur le centre de formation du TEF, ça fait pas quand même depuis 2-3 ans qu'on est performant, qu'on a déjà sorti des bons joueurs. C'est quand même... Déjà à l'époque, Alain Casanova avait commencé un peu à moderniser entre guillemets le groupe élite. Ouais, le centre de formation. Non, mais oui aussi, oui. C'est à noter quoi. Et on avait quand même sorti des gros joueurs quoi. On a sorti des Étienne Capou, on a sorti des Moussa Sissoko, des gardiens d'un bon niveau. On avait... Moi, je parlais plus là-dedans, je parlais plus dans le style de jeu que ça menait. Pas forcément qu'ils ont sorti, je parlais juste dans le... Après, je suis d'accord avec toi sur le style, c'est vraiment... c'est un style moderne, quoi. C'est un style moderne qui est mis en place, et qui est mis en place dans toutes les catégories. Et ça, c'est vrai que c'est à noter, ouais.